Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce nouveau Good Morning Market. Nous sommes le mardi 3 novembre 2020 et c'est le jour J aujourd'hui, c'est le jour des élections américaines. Une séance qui débute avec une forte progression, comme vous pouvez le constater ici, des pétroles, un pétrole Brent à 39,90 aux portes des 40 dollars, un pétrole WTI aux portes des 38 dollars et donc tout naturellement l'USD4 qui est corrélé négativement avec les pétroles est en train de se replier. Alors on va s'intéresser à la situation technique de tous ces actifs à quelques heures des élections américaines. Nous allons tout d'abord débuter par une revue de l'actualité économique et financière. Alors la veille, les indices américains ont terminé la session en territoire positif avec un Dow Jones qui gagne 1,6%, le S&P 500 1,2% et le Nasdaq qui grappille quelques 0,4%. Et c'est fait, le Brent est déjà à 40 dollars. Alors en Asie, nous avons pu constater un certain appétit pour le risque avec un Nikkei qui progresse d'1,39%. Le Kospi coréen, quant à lui, a grappillé 1,6% et le Hang Seng 2,15%. En Australie, le S&P ASX 200 a bondi de 1,9%. Et d'ailleurs, nous allons aborder l'indice australien qui nous donne peut-être un très beau, des perspectives haussières avec un signal d'achat. En Australie, d'ailleurs, la Banque de réserve d'Australie a décidé de réduire son taux de 0,25% à 0,1% lors de sa réunion de novembre. Et donc l'OI de la RBA a déclaré qu'un taux d'intérêt sous zéro, un taux d'intérêt négatif, serait fortement improbable. À Hong Kong, à présent, la SFC déclare que le gouvernement exigera que toutes les plateformes de négociation de crypto-monnaies soient réglementées, qu'elles négocient ou non des titres. Et selon le South China Morning Post, la Chine devrait interdire les importations de blé en provenance d'Australie. Et ce qui va régner lors de ces prochaines séances, ce sont les élections américaines. Et effectivement, Joe Biden continue est en tête de 6 États clés selon les sondages de la CNBC. Ailleurs, donc le ministre canadien de la Sécurité publique déclare que sa frontière avec les États-Unis restera fermée aussi longtemps que nécessaire. Nous avons pris connaissance un nouvel attentat, des opérations. L'armée autrichienne a été déployée à Vienne pour sécuriser la ville. Et ailleurs, au Chili, un tremblement de terre de magnitude 6 a été enregistré. Sur le marché d'échange, l'euro et le franc suisse sont les plus performantes quand le dollar australien et le dollar canadien sont les plus en repli. Et on repasse concernant le Brent sous les 40 dollars à 39,80. Donc on a eu une belle percée haussière. Il faut savoir que la Russie hier a indiqué souhaiter prolonger les réductions de production, ce qui a permis au pétrole de rebondir. On peut le constater actuellement, le pétrole qui n'a cessé de gagner du terrain depuis. Et le calendrier économique aujourd'hui passera bien entendu au second plan. Il n'y aura pas énormément de données, principalement les commandes de biens durables et les stocks de pétrole brut. C'est le rapport de l'API et la variation d'emploi au Canada. En la variation d'emploi en Nouvelle-Zélande, pardon. Et donc voilà ce qui nous attend aujourd'hui et les yeux seront rivés vers les États-Unis avec les élections américaines. Alors nous allons nous intéresser au compartiment action. Nous allons donc débuter par le DAX qui gagne du terrain. Est-ce qu'on peut s'attendre à un pullback vers la ligne de coup de son ETE? Peu probable, cette ligne de coup est assez éloignée. Alors le CAC 40 lui a effectué son pullback vers la borne inférieure de sa figure chartiste, visiblement un triangle descendant, on va le voir très bientôt. Pour l'heure, le DAX est à 11 930 et pourrait se replier au contact des 12 000 points. Alors 12 000 points, ça va être un seuil compliqué à dépasser pour le DAX, mais si on arrive à s'en affranchir effectivement, dans ce cas-là, on pourrait envisager un test de la ligne de coup que l'on retrouve ici à pente positive en pointillé. Et on retrouve ici nos éléments Ishimoku avec des barrières intermédiaires, en tout cas en données journalières, une première à la Tenkan, et donc la Tenkan matérialisera justement ce seuil psychologique des 12 000 points et on retrouvera les 12 236, un palier ici de Kijun. Alors qu'en est-il en données intraday? En données intraday, on est en train de gagner du terrain ici, on se rapproche de notre nuage et on peut constater ici une belle zone de résistance qui s'étend des 12 000 points à 12 080 points.
Alors on a bel et bien franchi ici cette zone et en cas de repli, ce serait la première cible. Donc on irait très rapidement chercher les 11 700 points en cas de repli. Donc un retour vers cette zone qui a été résistance, qui est devenue support avec une inversion de polarité. Donc voilà pour le DAX en données intraday, en données H4. Très rapidement, en données H1, nous avions eu donc le franchissement de notre nuage et nous avons ici une barrière qui vient bloquer le chemin pour le DAX. Cette barrière n'est autre que la moyenne mobile à 200 périodes ici. Et donc on a une réelle zone de résistance entre les 12 000 et les 12 050 environ. Qu'en est-il du CAC 40? Alors le CAC 40 a gagné également énormément de terrain après avoir marqué un creux aux alentours des 4480 points, un CAC 40 actuellement à 4760. Et ce que l'on peut, et ici, ce qu'il est important de noter, c'est qu'effectivement, nous avions visiblement un triangle descendant, en voici la borne inférieure, et nous avons effectué notre pullback. Alors d'un point de vue théorique, en sortie d'une telle figure, le pullback est envisageable à 60% des cas, et c'est le cas actuellement. Donc deux scénarios, soit on invalide la figure et donc on réintègre le triangle descendant qui n'en serait plus un, étant donné qu'elle aurait été invalidée. Dans ce cas-là, on viendrait s'échouer pour le CAC 40 ici sur cette résistance des 4880, dernier rempart avant les 4900 points. En revanche, si on échoue, on repartirait donc en territoire négatif. Pour combler le gap ici, nous avons eu une ouverture en gap aussi, un gap qui n'a pas été comblé. Donc ce serait un repli pour aller chercher les 4700 points qui nous permettraient de combler le gap. Et si on parvient à passer en dessous des 4700 points, on part directement 100 points plus bas à 4600. Alors qu'en est-il des indices américains à quelques heures des élections américaines? Des élections américaines à risque, étant donné que Donald Trump pourrait refuser de passer le pouvoir à Joe Biden. Et ce sont des élections dont on pourra avoir le résultat dans quelques semaines si l'écart n'est pas conséquent. Alors concernant le Nasdaq, l'US 100 ici, nous sommes en train de constater une tentative de rebond. Nous n'avons même pas atteint la ligne de coup. Et donc est-ce qu'on va invalider ce double top? À voir. En tout cas, pour le moment, il n'est pas invalidé. On pourrait, en cours de séance, se replier en direction donc de notre ligne de coup. Nous avons tout de même ici une résistance à noter à 11 340 points. C'est notre nuage. Dernier rempart avant les 11 600 points. Alors, un scénario qui n'est toujours pas invalidé, surtout à quelques heures des élections américaines, malgré une tentative de rebond avec un Nasdaq à 11 140 points. Ça, c'était le Nasdaq en données journalières. Qu'en est-il du Nasdaq en données H4? Ici, nous sommes allés donc chercher ce niveau-là, cette projection V. Nous avons échoué dans le test donc des 10 840 avec un Nasdaq qui s'est redressé. Et donc tout l'enjeu pour l'indice américain à forte connotation technologique est d'aller chercher les 11 200 points pour peut-être parvenir à se hisser au-dessus avec pour prochaine cible les 11 364. En cas d'échec face à cette résistance des 11 200 points, on pourrait reprendre la baisse. Et d'ailleurs, on peut deviner ici un canal baissier. Il semblerait que nous soyons en plein test de la borne supérieure. Alors un canal baissier qui sera très probablement beaucoup plus visible en données H1. Je vais simplement essayer de le tracer ici en données H4 si j'y arrive pour le retrouver en données H1. Donc nous avons cet outil ici, canal équidistant, qui nous permet de faire ce genre de tracé avec une grande précision, ce qui évite d'avoir à dupliquer une ligne pour être sûr qu'elle est parfaitement parallèle. Et oui, visiblement, nous sommes en train de tester la borne supérieure de ce canal descendant. Donc deux scénarios s'offrent à nous. Soit on arrive à en sortir par le haut, et dans ce cas-là, on s'attaque aux 11 200 points. Et un franchissement des 11 200 points nous permettrait une sortie du nuage en H1 et donc un signal d'achat qui nous permettrait éventuellement de progresser en direction de ce sommet des à 11 284, dernier rempart avant les 11 364. Soit nous refusons le franchissement de la borne supérieure, dans ce cas-là on se replierait pour sortir du nuage par le bas, et donc ici le franchissement des 11 077 serait un excellent point de vente pour aller chercher les 10 950 points. À noter une chose assez importante d'un point de vue théorie Ishimoku, donc vous l'aurez compris, il y a deux signaux possibles à l'heure actuelle. Soit nous avons un signal d'achat en cas de sortie par le haut de notre nuage et donc franchissement de ce niveau en rouge, soit nous avons un signal de vente en cas de franchissement de ce palier de Kijun et donc de sortie de nuage par le bas.
En cas de signal d'achat, en cas de sortie par le haut de notre nuage, il faut noter qu'à ce moment-là, au moment de la sortie des cours par le haut du nuage, nous aurons une lagging span à ce niveau qui devra, quant à elle, s'attaquer à la borne supérieure et s'attaquer au nuage par la suite. Donc une validation de signal qui pourrait tarder. En revanche, en cas de signal baissier, en cas de sortie du nuage par le bas, nous aurions une lagging span qui se libérera tout juste de ces derniers obstacles et qui pourrait avoir le champ libre en vue d'aller chercher ici les 10 940 points. Donc prudence, car la baisse pourrait être beaucoup plus rapide que la hausse en cas de sortie par le haut de ce nuage. Donc ce sont deux scénarios qu'il est important de détailler, car tout se jouera effectivement avec la lagging span, notamment ici les différents obstacles qu'elle aurait en cas de signal haussier ou de signal baissier. Donc voilà pour le Nasdaq en données H1. On passe sans plus tarder au S&P 500 en données journalières. Alors ici, nous avons un pullback en direction de l'oblique haussière, un oblique haussière qui reliait qui reliait tous les creux depuis très exactement la fin du mois d'avril. Donc un franchissement de cette oblique haussière a constitué un premier signal de faiblesse, un premier signal de vente, pullback à l'heure actuelle, ce qui nous permet par la même occasion d'effectuer notre pullback vers le nuage. Alors, ce qu'il faut savoir, nous avions détaillé ici cette figure avec E1, E2 et E3. Nous avons détaillé les différents scénarios. Ici, nous avons bien un écart de plus ou moins 27 chandeliers et ce pullback fait partie des éventuels scénarios décrits par Osoda. Donc, c'est tout à fait normal. C'est même le scénario le plus probable, ce qui nous permet d'avoir un point d'entrée optimal, très exactement au point de contact avec l'oblique haussière, tout simplement. Donc pour l'heure, un scénario largement possible, largement envisageable. C'est exactement la même chose pour le Nasdaq. Je vous rappelle que nous avons un écart de plus ou moins 27 chandeliers. Peut-être que le pullback n'ira pas jusque-là. Alors certes, on s'éloigne du classique double top avec cette ligne de coup et l'objectif théorique, mais c'était un double top façon Osoda et qui nous fournit même beaucoup plus d'objectifs. Ça nous en fournit 3, même si les 3 ne sont pas obligatoirement atteints. Ça nous donne une belle visibilité et des niveaux qui comptent par la suite. Ce seraient des supports en cas de repli et lors de la reprise, ces niveaux deviendront des résistances redoutables. Donc configuration similaire sur le Nasdaq et le S&P 500, sauf que le S&P 500 parvient avec beaucoup plus de force à effectuer son pullback. On peut le voir ici en données H4, on est en train de s'affranchir d'une importante zone de résistance ici et on pourra aller chercher la prochaine à ce niveau-là, aux alentours des 3365 points. Alors qu'en est-il du Dow Jones Donc hier, il faut noter, justement, ce sont les cycliques qui ont fortement progressé à Wall Street. Pourquoi? Car nous avons pris connaissance de PMI et les données PMI plutôt satisfaisantes à travers le monde sont venues booster les valeurs cycliques. Et donc effectivement, nous avons dans un tel contexte un Dow Jones à 27 120 points qui s'apprête de tester son palier de Tenkan à 27 170 points. Alors s'il y arrive, ce serait pour aller chercher les 27 340. Et on garde en tête ici cette vision, justement, c'était 3 objectifs, E1, E2, E3, qui ont très bien fonctionné. Et cette fois-ci, c'était une configuration inversée. Nous avons parlé en journalier sur le S&P 500 et le Nasdaq de double top façon Osoda. Ici, c'est un double top. On le voit, les 3 niveaux ont été atteints, même surpassés. Et lors de la phase de repli, ce sont des niveaux qui ont, encore une fois, qui ont compté. Donc des niveaux qui étaient résistance devenus clairement support. Et à nouveau, ce sont des niveaux de résistance. On voit ici la difficulté à s'affranchir de ces 26 980 points. On y arrive tout juste. Et donc, une hausse qui pourrait aller chercher les 27 260 points. Nous allons passer sur le Nikkei qui a également été assez volatile après être cherché son creux du mois d'octobre, impulsion haussière pour réintégrer son canal haussier avant d'échouer directement sur les 23 434 points ici et nous sommes stables. 2 scénarios encore une fois possibles. Soit on parvient à s'affranchir de ce niveau-là pour aller chercher avec 2 objectifs, 23 562 et 23 656.
soit on s'affranchit des 23 307 et à l'image d'hier, ce serait pour aller chercher les 23 214, dernier rempart avant ce creux du mois d'octobre. On passe à présent sur le compartiment des matières premières. On va débuter par le gold qui ne parvient toujours pas ni à décoller, ni à se replier réellement, il ne trouve pas sa tendance. S'il est en range en soi, il y a trois types de tendances, soit nous sommes en hausse, en baisse ou en tendance latérale. Actuellement, il fait face à sa Kijun et énormément de résistance à la hausse. Il faudrait une réelle augmentation du risque pour favoriser une impulsion du gold. Et effectivement, ces élections américaines pourraient permettre cette hausse de l'incertitude. Qu'en est-il en H4? Encore une fois, nous avons échoué au contact de cette oblique baissière. Chaque contact, je vous le rappelle, chaque test de cette oblique baissière a constitué un excellent point de vente. On peut le voir précédemment. Une seule fois, nous avons eu un dépassement. C'était à ce niveau-là, très précisément, pour aller chercher les 1932. Mais sinon, la fois d'après, encore une fois, ce fut un test qui a échoué. Nous avions ce n'est pas une oblique baissière en soi, c'est la borne supérieure d'un canal descendant. Et donc ici, test de la borne supérieure, une borne supérieure qui s'est vue renforcée par un palier de SSB, car je vous le rappelle, ces niveaux à l'horizontale de SSB sont des niveaux de support et de résistance, pas seulement dans le futur, dans le passé aussi. Donc là, c'est un nuage qui est dans le futur, que nous n'avons toujours pas atteint, mais ça reste quand même un niveau de support et de résistance passé. On le voit ici, on a eu plusieurs tests de ce niveau. C'est un réel niveau de support que nous ne sommes pas parvenus à franchir. Un franchissement de ce niveau a été un fort signal de vente. Et c'est ce niveau actuellement qui a freiné la progression du gold. C'est le dernier rempart avant un autre niveau que l'on retrouve ici, le seuil psychologique des 1900, et c'est un autre palier de SSB. Donc c'est vraiment l'avantage d'Ishimoku d'un point de vue visuel, ça nous donne ces niveaux de support et de résistance, des niveaux de support et de résistance qui comptent énormément. Et là, effectivement, ces paliers de SSB nous ont fourni les deux niveaux à franchir en vue d'espérer une poursuite de la hausse. On en a même un troisième, on retrouve ce palier ici, les 1906. On passe à présent sur le pétrole WTI avec un pétrole qui retrouve des couleurs aujourd'hui. Encore une fois, nous avons ce fameux pullback en direction de cette oblique baissière. Une oblique baissière que nous avions franchie sans grande conviction dans une évolution latérale face au risque de nouvelles mesures de confinement, des mesures de confinement qui se sont concrétisées. Alors, il y a beaucoup de facteurs qui jouent sur le pétrole. Alors, on va se focaliser sur d'un point de vue une élection de Joe Biden, car Joe Biden est clairement favori, même si lors des dernières élections, Hillary Clinton était favorite, effectivement. Si je puis dire, il en va de la réputation des bookmakers de ne pas se tromper cette fois-ci. Effectivement, ils étaient, si je puis dire, excusez-moi l'expression, complètement à côté de la plaque en 2016 en annonçant Hillary Clinton victorieuse. Alors cette fois-ci, est-ce que les bookmakers se trompent? En tout cas, ils affichent une large avance de Joe Biden. Il faut savoir que si Joe Biden est élu, ce serait négatif pour le marché pétrolier pour plusieurs raisons. Il y a tout d'abord cette vision écologique qui pourrait nuire grandement à la production américaine de pétrole brut, de pétrole WTI, avec de nouvelles normes écologiques qui mettraient un frein sur ce secteur-là, notamment la production du gaz de schiste. C'est la première chose. Deuxième chose, une normalisation, une semi-normalisation des relations avec l'Iran, avec d'éventuelles levées de sanctions qui ramèneraient un pétrole brut frais en provenance d'Iran sur le marché mondial, ce qui encore une fois serait baissier pour le pétrole brut. Et donc tous ces éléments, mais également l'éventualité de confinement aux États-Unis, car si Joe Biden est élu, on serait bien loin de la stratégie sanitaire actuelle de Donald Trump et on pourrait faire face à des mesures de confinement aux États-Unis, ce qui devrait entraîner une baisse conséquente de la mobilité aux États-Unis et donc par voie de conséquence une baisse de la demande d'essence et donc une baisse de la demande de pétrole. Donc voilà pourquoi une élection de Joe Biden serait extrêmement négative pour le marché pétrolier. Ça ne veut pas dire que Donald Trump est un partisan, est un défenseur du marché pétrolier à l'image de la famille Bush, loin de là, même si Donald Trump a soutenu ce marché-là dernièrement. Alors ce n'est pas
l'équivalent de la famille Bush. Mais en revanche, une élection de Joe Biden serait vraiment négative pour le marché pétrolier. Donc voilà, pullback actuellement, réelle reprise. Je ne crois vraiment pas. Je pense qu'on est bien loin d'une reprise du marché pétrolier. C'est simplement un pullback avant peut-être une phase de repli plus conséquente. Et effectivement, il faut voir que lorsque le pétrole se replie, ça va très vite. On parlait de cet objectif à 30 dollars lorsque nous étions aux alentours de 40 dollars. Ça semblait hier beaucoup, nous étions beaucoup plus proches du but, hein, clairement, nous étions à mi-chemin. Et c'est un rebond actuellement. Est-ce que c'est un rebond qui vient invalider ce scénario de repli du marché pétrolier? Non, selon moi, c'est un rebond qui donne une chance à ceux qui avaient manqué ce repli du marché, car effectivement, nous avons, d'un point de vue probabilité, il y a beaucoup plus de chances que ce marché-là approfondisse son repli, que ce marché-là donc retrouve des couleurs pour se stabiliser au-dessus de 40 dollars. Sans oublier d'un autre côté que nous avons la production libyenne, la Libye qui est amenée à ramener plus d'1 million de barils par jour très très prochainement. Et à noter une autre chose, une autre donnée qui pourrait peser très très prochainement, et ça je pense que nous n'en avons pas parlé précédemment, c'est justement cette volonté de la Russie de prolonger les réductions de production au-delà de janvier. C'est quelque chose qui pourrait pousser l'Irak à ne plus respecter son engagement de réduction de production. C'est quelque chose qui pourrait irriter l'Irak, si je puis dire. L'Irak qui a besoin de sa production pétrolière et qui déjà tenait tête, si je puis dire. L'Irak pourrait donc ne plus respecter les réductions de production et ça pourrait créer encore une fois des tensions sur ce marché pétrolier. Donc, selon moi, il y a beaucoup trop de facteurs négatifs pour que l'on puisse assister à une réelle reprise, voire stabilisation du marché pétrolier à court terme. Il va y avoir encore des secousses, il va y avoir encore une forte volatilité, il va y avoir encore des replis extrêmement conséquents sur le pétrole avant de réellement se stabiliser. Et là, peut-être qu'on pourra envisager un achat et envisager d'acheter le creux justement sur ce marché-là. Donc voilà pour ce point sur le marché pétrolier, car tous les jours en GMM, j'aborde un ou deux facteurs. Je ne les ai jamais réellement regroupés, notamment concernant les élections américaines. Donc prudence sur le pétrole, ce n'est qu'une reprise de court terme, peut-être simplement un pullback vers cette oblique baissière. Et cette oblique baissière, hein, ce n'est pas une oblique quelconque. C'est l'oblique, hein, qui relie le sommet de début janvier avec celui de début septembre. Le café se replie et vient confirmer les perspectives baissières à 102,25 cents le sac. Et donc l'objectif est à 96,87. Tout dépendra bien entendu du billet vert concernant les cobos, les matières premières. Là ici, l'objectif, ce qu'il faut savoir, le premier objectif de court terme est à 100. La barre descend, le seuil psychologique des 100 cents. Dernier rempart avant les 96,87. Nous avons également une autre configuration baissière qui est en train de s'amorcer sur le cuivre. Alors je n'ai pas le graphique ici, je vais le faire rapidement. Si, alors le voici. Alors une éventuelle ETE ici, nous sommes en train de former la seconde épaule. Alors il faut attendre un franchissement de la ligne de coup, plus largement un franchissement des 6660 qui nous permettrait d'aller chercher le creux du mois d'octobre. Donc une éventuelle figure en ETE ici qui vient se former. Alors il faut savoir que les élections américaines n'auront pas à très court terme d'impact sur le cuivre, sur le copper. Peut-être très certainement même le plan d'infrastructure de Joe Biden sera positif pour le copper, mais ce n'est pas pour aujourd'hui, hein, clairement. Donc à très court terme, les élections n'auront pas d'impact sur le cuivre, si ce n'est par le biais du billet vert, du dollar américain qui va être extrêmement volatile lors des prochaines séances. Et le billet vert pourrait très bien nous permettre de tout d'abord former la seconde épaule de cette ETE, franchir notre ligne de coup à pente positive et pourquoi pas rallier l'objectif théorique, un objectif théorique qui, je vous le rappelle, est fourni tout simplement en reportant la hauteur de la figure, donc la hauteur de la tête, sur le point de breakout, donc de cassure de la ligne de coup, donc de cette oblique haussière. On passe à présent sur le marché d'échange avec un euro-dollar peut-être en retournement haussier, mais nous allons d'abord voir qu'en est-il du billet vert. Un billet vert qui pourrait se replier, car un billet vert qui a refusé de sortir de son nuage. Voilà, un billet vert qui accélère à la baisse d'ailleurs. Donc refus de traverser du nuage. Alors,
Au début, donc, on s'attendait à un refus d'intégrer le nuage a été intégré, alors après peut-être refus de franchir ce palier de Kijun, et c'est décidément la sortie de nuage qui a permis le repli du biais vert. Alors est-ce qu'on va en sortir par le bas? En tout cas, il y aura ce niveau-là dont il faudra s'affranchir, un cluster de Kijun et de Tenkan, pardon. Dernier rempart avant les 93, et si on franchit les 93 ici, ce serait pour aller vers ici. Je vais dézoomer vers cette oblique haussière, hein. C'est du journalier ici. Si on franchit cette oblique haussière, je vais retirer Ishimoku pour un peu plus de visibilité. Bon, alors j'ai du mal à j'ai du mal donc à la paramétrer. Alors, il faut savoir que normalement, celle-ci est largement plus rapprochée, donc environ à ce niveau-là, et un franchissement donc très rapidement de cette oblique haussière nous permettrait de nous replier en direction de ces creux-là, les creux du mois de février 2018. Donc, prudence sur le billet vert, et justement, des secousses sur le billet vert pourraient perturber grandement le compartiment des matières premières. Pourquoi? Car les matières premières sont cotées tout simplement en dollars américains. Et un repli du biais vert qui pourrait permettre un rebond conséquent, et le voici, on le voit, de l'euro-dollar. L'euro-dollar qui... Alors, est-ce que c'est un rounding bottom? Peut-être, un figure chartiste de retournement qui devrait nous ramener éventuellement aux alentours des 1,1750 en cas de franchissement de la ligne de coup. Et c'est très exactement le niveau que l'on tente de franchir. Alors on pourrait donc retournement aussi ici pour l'euro-dollar. L'euro-dollar qui n'est pas allé chercher les 1,1560, mais un euro-dollar qui est allé marquer son creux ici aux alentours des 1,1630. 1,16 légèrement au-dessus des 1,1620. Donc peut-être un retournement aussi en direction des 1,1740. Donc perspective haussière ici pour l'euro-dollar. Alors très rapidement, je voulais en parler avec vous, je n'en ai pas parlé, on va parler d'un indice que l'on aborde tout le temps d'ailleurs lorsque l'on aborde l'actualité économique et financière, mais que l'on n'a jamais abordé d'un point de vue technique, hein, et qui présente une configuration assez classique qui reste très intéressante. Donc ici, nous avons un Golden Cross, hein, c'est simplement un croisement d'une moyenne mobile longue avec une moyenne mobile courte. Donc nous allons mettre la longue ici en rouge, la 200, et nous allons ajouter une courte. Voilà, donc ici nous avons eu donc ce Golden Cross, hein, et à noter que nous nous sommes maintenus sur cette oblique haussière, et donc des perspectives clairement haussières ici, hein, sur l'indice australien, un indice australien qui semble présenter des perspectives haussières sur le moyen terme. Donc à noter également, hein, que nous n'avons pas franchi d'autres nuages, et donc ce signal d'achat ici reste clairement valide, avec une lagging span qui est en train donc de s'affranchir. Des perspectives assez intéressantes pour cet indice australien que j'ai voulu aborder avec vous aujourd'hui, hein, car nous nous intéressons tout le temps principalement aux indices américains et aux indices européens. Donc sur ce, nous allons mettre un terme à ce good morning market. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous allons vous tenir informé des différents avancements de ces élections américaines. Alors une vidéo sera publiée très tôt demain matin, je l'espère avant 7h30. Donc le but est de vous tenir informé tout au long de la nuit, mais également de faire un point avec vous bien avant l'ouverture des marchés européens. Donc on vous tient informé. Ce qu'il faut savoir, qu'il est très peu probable que l'on ait des résultats finaux dès demain matin. Il y a beaucoup de scénarios, et la situation devrait tout de même quelque peu se décanter enfin en très tôt demain matin. Et donc on
vous tiendra informé en temps réel. Alors encore une fois, merci à toutes et à tous, pour votre fidélité, pour votre temps. Je vous souhaite bonne chance dans cette, période très certainement, de forte volatilité, voire d'incertitude, hein, nous le savons tous. Les États-Unis sont extrêmement, divisés. Wall Street est reste pendu aux résultats, de ces élections et nous sommes dans une situation, sanitaire inédite. Donc effectivement, la nuit, s'annonce longue et les séances à venir s'annoncent mouvementées. Alors sur ce, je vous souhaite, une excellente séance de trading. On se donne rendez-vous dès demain. Entre-temps, n'hésitez pas à liker, commenter ou même partager cette vidéo. Au revoir.